Alors, la radiesthésie, l'art du pendule. On a souvent cette image d'un don un peu mystérieux, quelque chose réservé à quelques élus, n'est-ce pas? Eh bien, et si je vous disais qu'en réalité, c'est une pratique totalement accessible à tout le monde? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, en se basant sur des sources pour rendre cet art ancestral super concret, étape par étape. Voilà la question que tout le monde se pose. Faut-il avoir un talent particulier, une sorte de sensibilité spéciale pour faire bouger un pendule? Ou est-ce que c'est plutôt comme apprendre à faire du vélo, une technique qui demande juste un peu de pratique et de compréhension? Les textes qu'on a analysés sont très clairs là-dessus, ils penchent très, très fort pour la deuxième option. Ok, mais alors, comment ça marche concrètement? Le grand secret, si on peut l'appeler comme ça, c'est un concept qui s'appelle l'effet idéomoteur. En fait, c'est assez simple, notre cerveau envoie en permanence des ordres minuscules à nos muscles, si subtils qu'on ne les sent absolument pas. Le pendule, lui, il ne fait qu'une chose, il sert d'amplificateur. C'est le haut-parleur de ces micro-mouvements, il les rend visibles. Donc non, le pendule ne bouge pas par magie, c'est le prolongement de notre propre subconscient. On va donc commencer par voir le pendule pour ce qu'il est vraiment. Ce n'est pas un objet magique, c'est un instrument, un outil de mesure, en quelque sorte. Sauf qu'au lieu de mesurer une force extérieure, il mesure ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre propre système. Le pouvoir, il n'est pas dans le cristal ou le métal au bout du fil. Non, il vient de la personne qui le tient. Le pendule, c'est simplement le haut-parleur qui rend audibles les murmures de notre intuition, de nos perceptions les plus fines. On peut vraiment le voir comme un dialogue avec soi-même qui, tout à coup, devient visible. Et la super nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de dépenser une fortune pour commencer. Fabriquer son propre pendule, c'est non seulement hyper facile, mais c'est même conseillé. Pourquoi? Parce que quand on crée son propre instrument, on crée déjà un lien. Et ça, c'est vraiment au cœur de la pratique. Pour le poids, il suffit de regarder autour de soi. Un simple écrou qui traîne dans une boîte à outils, une vieille bague qu'on ne met plus, un petit pendentif, tout ça fonctionne. Pour le fil, pareil, une chaînette fine, du fil de coton un peu solide. Le plus important, c'est de choisir des choses qui vous parlent, que vous avez sous la main. Maintenant, si on veut être un peu plus précis, les sources recommandent un poids entre 15 et 30 grammes. C'est le poids parfait pour que le pendule ait assez d'inertie pour que son mouvement soit bien clair, mais sans être trop lourd au point de fatiguer la main. Pour vous donner une idée, un écrou de 17 mm, c'est souvent pile dans la bonne fourchette. Et pour la longueur du fil, on vise entre 15 et 20 cm. C'est ce qui offre en général un balancement agréable et facile à lire. Mais attention, ce n'est qu'une recommandation. Le but, c'est de trouver la longueur qui vous semble la plus naturelle, celle où il n'y a aucune tension. L'assemblage est d'une simplicité déconcertante. On attache bien solidement le fil au poids choisi, on ajuste la longueur pour que ce soit confortable, et on finit par un petit nœud ou une boucle au bout pour bien le tenir entre le pouce et l'index. C'est tout. Franchement, en moins de 2 minutes, votre outil est prêt. Bon, l'outil est prêt. Maintenant, on attaque l'étape la plus importante. Parce qu'un pendule sans mode d'emploi, ça reste un poids au bout d'un fil. Cette étape, c'est la création de ce qu'on appelle la convention mentale. C'est un accord qu'on passe avec soi-même pour décider ce que chaque mouvement signifie. Pour trouver le oui, c'est très simple. On s'installe au calme, bien détendu, et on pose mentalement une question dont la réponse est un oui absolu. Par exemple, suis-je un être humain? Et ensuite, on ne cherche rien à faire, on observe, c'est tout. Le pendule va se mettre à bouger. Ce mouvement, que ce soit une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou un balancement d'avant en arrière, ça, c'est votre oui. Et pour le non, vous vous en doutez, on fait exactement la même chose. On laisse le pendule s'arrêter et on pense à une affirmation complètement fausse, du genre « le ciel est-il vert ?» Et on observe de nouveau. Le mouvement sera différent, peut-être une rotation dans l'autre sens ou un balancement de gauche à droite. Ce nouveau mouvement, c'est votre non. Et ce point est absolument essentiel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement. Le oui d'une personne peut être le non d'une autre. L'important, c'est que la convention soit claire et constante pour soi. C'est un langage personnel, un code intime entre le conscient et le subconscient. Une fois qu'on a identifié le oui et le non, il faut vérifier que le code est bien enregistré. C'est simple, on se pose une série de questions faciles en alternant le vrai et le faux. Est-ce que je suis sur Terre? Est-ce que j'habite sur la Lune? Si on obtient au moins 8 réponses justes sur 10, c'est que la convention est solide. Sinon, pas de panique, on se détend et on recommence le processus. La convention est en place, il est temps de s'entraîner. C'est comme pour n'importe quel instrument, c'est la pratique qui fait tout. On va voir quelques exercices très simples, sans aucun enjeu, qui sont juste là pour construire la confiance et affiner la connexion avec l'outil. On peut commencer par des choix binaires tout bêtes. Par exemple, pour le goûter, pomme ou banane. Un autre classique, c'est le jeu de l'objet caché sous l'un des 3 gobelets. On demande au pendule de nous montrer le bon.
On peut aussi dessiner sur une feuille une planche avec une zone oui et une zone non pour mieux visualiser la réponse. Le but, c'est de s'amuser avec, sans aucune pression. Allez, on aborde maintenant les points de vigilance. Connaître les pièges les plus courants, ça aide à ne pas se décourager et à pratiquer de manière plus sereine et efficace. Ce ne sont pas des règles strictes, juste des conseils de bon sens. Il y a 3 choses qui peuvent vraiment fausser les résultats. D'abord, la fatigue. La radiesthésie, ça demande de l'énergie et de la concentration. Donc si on est épuisé ou stressé, mieux vaut laisser tomber. Ensuite, les émotions fortes. Si on désire ardemment une réponse, on risque de l'influencer sans s'en rendre compte. Et enfin, l'impatience. Il faut accepter que c'est une compétence qui se développe avec le temps. Et cette citation, c'est sans doute la plus importante de toutes. Pourquoi ? Parce qu'au début, il est crucial de s'en tenir à des questions neutres. Poser des questions sur des sujets qui nous prennent aux tripes, comme les relations ou la carrière, c'est le meilleur moyen d'obtenir la réponse qu'on veut entendre, et non la réponse la plus juste. La neutralité, c'est la clé. Pour conclure, le message principal à retenir, c'est celui-ci. Le pendule, ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un objet qui a un savoir venu d'ailleurs. C'est un miroir, un outil qui réfléchit les informations que l'on perçoit déjà à un niveau plus profond, mais que le bruit de notre mental nous empêche souvent d'entendre. En fin de compte, la radiesthésie, c'est avant tout un voyage à la découverte de soi. C'est une manière de s'entraîner à écouter ses perceptions les plus subtiles. Avec un peu de pratique et de patience, c'est un outil fascinant pour explorer son monde intérieur. Alors, la question finale est toute simple. Et si on essayait ? Juste pour voir, juste pour renouer avec cette partie de soi.